Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Le prince Albert II est en Italie pour les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Avant le coup d'envoi de ces Jeux d'hiver, le prince souverain a participé à la 145e session du CIO où il a remis les prix Action Climat. Il assistera ensuite à la cérémonie d'ouverture ce vendredi à Milan. Nous aurons l'honneur de recevoir ce soir le directeur musical de cette cérémonie, Andrea Fari. J-200 avant le grand départ de la Vuelta en Principauté, le succès d'un tel événement repose notamment sur ses forces vives et ses bénévoles. Un appel est justement lancé aux volontaires. Christian Tornator nous dira tout dans ce journal. Nous reviendrons également ce soir sur cette rencontre entre l'écrivain David Fuenquinos et des élèves au lycée Régnier 3. Une explication de texte unique autour de son roman Charlotte, primé à plusieurs reprises. Direction Milan pour débuter ce journal où le coup d'envoi des Jeux Olympiques sera donné dans quelques jours. En amont de ces Jeux d'hiver, les membres du Comité international olympique se sont réunis pour la 145e session du CIO. Les prochaines grandes échéances du comité ont été abordées comme les Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026 ou les JO de Los Angeles en 2028. À l'issue de ces 2 journées de session, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, en sa qualité de président de la Commission de la durabilité et de l'héritage, a remis les prix Action Climat du CIO. Lancé en 2022, il récompense des athlètes, des fédérations, des comités nationaux olympiques pour leur implication dans la lutte contre le changement climatique, un engagement qui a mobilisé également les organisateurs des Jeux de Milan-Cortina. En parlant de protection de l'environnement, nous avons appris aujourd'hui la nomination de Romain Ciarlet en tant que vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Il succède à Olivier Wenden, qui sera à partir du 2 mars prochain directeur de cabinet du prince souverain. Romain Ciarlet était auparavant directeur exécutif de la Fondation. Il a étroitement œuvré aux côtés d'Olivier Wenden en participant au développement de l'action de la Fondation en matière d'économie bleue. Une passation toute naturelle donc qui exprime une volonté de continuité alors que la Fondation célèbre cette année son 20e anniversaire. À Mexico City, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, présidente de la Fondation Prince Pierre, a inauguré 2 œuvres de l'artiste Simone Fattal, lauréate du 49e Prix international d'art contemporain. Ces sculptures monumentales en bronze sont exposées au musée Rumex jusqu'au 1er mars. Cette installation dans l'espace public propose une réflexion contemporaine sur la mémoire, le corps et le mythe. J-200 avant le grand départ de la Vuelta à Monaco, cet été la Principauté entrera dans la légende du cyclisme international en accueillant le Tour d'Espagne, un événement sportif d'envergure mondiale suivi par des millions de passionnés. Et vous pouvez en faire partie en rejoignant l'équipe des bénévoles. Une campagne de recrutement a été lancée aujourd'hui. Justement, faisons le point sur ce grand départ de la Vuelta avec Christian Tornator qui est avec nous ce soir. Bonsoir Christian Tornator. Bonsoir Émilie. Ce mercredi 4 février marque un nouveau compte à rebours avant que la Principauté accueille la Vuelta. L'ensemble de vos équipes sont pleinement mobilisées, j'imagine. Comment se passe l'organisation actuellement ? Ça se passe bien, on est encore dans l'expectative, je dirais, des derniers renseignements, parce que nous avons vu il n'y a pas longtemps les organisateurs espagnols, et ils nous ont confirmé certains points, ils nous ont posé des questions sur certains autres points, donc on est en train d'essayer de résoudre tout ça pour arriver à un résultat final qui sera forcément à la hauteur. Est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis la dernière présentation du tracé de la Vuelta ? Est-ce que, par exemple, l'actualité du côté du quartier de l'Annonciade a impacté le contre-la-montre ? Oui, a priori, oui. Du côté de l'Annonciade, oui, ça ne change pas, si tant est que la chaussée reste en place. Mais en dehors de cela, nous avons une petite modification, même une grande modification au niveau du quartier de Fontvieille. Nous empruntions la rue des Papalins et là nous avons décidé de supprimer le petit morceau qui rejoint la rue du Campanin au boulevard Albert II et on passera désormais par le quai Jean-Charles Ray. Donc ça nous fait une image, et des images peut-être un petit peu plus belles et une modification importante pour les coureurs parce que ça sera beaucoup plus technique, beaucoup plus haché et certainement un petit peu moins rapide que ce qui était prévu, mais c'est dans l'intérêt de tous.
Monaco possède une grande expérience dans l'organisation de tels événements. On se rappelle par exemple du grand départ du Tour de France en 2009 ou de la dernière étape de la Grande Boucle en 2024. Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à J-200, nous avons décidé de lancer la campagne de recrutement pour les bénévoles. J'en ai croisé beaucoup dans les rues de Monaco et dans les commerces de la Principauté qui m'ont dit « mais quand est-ce que vous commencez ? Quand est-ce qu'on va savoir ?» Et donc on avait déjà décidé, on a fait à J-300 la présentation des parcours. Aujourd'hui, J-200, donc le lancement de la campagne de recrutement de ces bénévoles qui vont prêter leur concours à la manifestation. Et à J-100, je vous réserve encore des surprises, donc soyez prêts. Nous, on est prêts en tout cas. Comment va se passer justement, Christian Tornator, cette campagne de recrutement des bénévoles ? Tout simplement, on a conservé, et heureusement d'ailleurs, le fichier de tous ceux qui étaient présents sur le Tour de France il y a seulement 1 an et demi. Souvenez-vous, c'était au mois de juillet 2024. Et ceux-ci étaient déjà partants. À la fin de la manifestation, ils nous avaient dit « mais si vous faites quelque chose, on est toujours prêt ». Donc on va les recontacter, mais cela n'empêche pas qu'on aura besoin certainement de plus de personnes, puisque la manifestation se déroulant au mois d'août, puisque c'est le 20 août la présentation des équipes, le 22 août la première étape et le 23 août le départ depuis la place du Palais. Donc nous aurons besoin de à peu près autant de monde que pour le Tour de France, soit 120 personnes. Donc nous allons faire une réunion d'information générale qui aura lieu au lycée Régnier 3 le 4 mars prochain, dans 1 mois exactement, dans laquelle ils retrouveront toutes les informations dont ils auront besoin pour participer à cette belle épreuve cycliste internationale. Est-ce qu'il y a des profils particuliers que vous recherchez ou au contraire tout le monde est le bienvenu, on n'est pas forcément obligé d'être fan de cyclisme pour prêter main forte à cet événement ? Non, pas forcément. Ça sera mieux aussi parce que c'est important d'aimer le sport d'une façon générale. Mais sur Monaco, il y a quand même un vivier important de bénévoles. Comme je vous disais, c'est au mois d'août, donc on risque d'avoir un petit peu de perte puisque les gens sont quand même en vacances, essentiellement, au mois d'août, même à Monaco. Et donc on risque d'avoir un petit peu moins de candidats. C'est pour ça qu'on s'y prend beaucoup plus tôt et que l'on espère avoir les mêmes résultats que pour le Tour de France, bien sûr. C'est aussi une expérience unique, Christian Tornator, d'être bénévole sur cet événement. C'est la chance de pouvoir vivre la Vuelta de l'intérieur. Oui, bien sûr, puisque là, ça ne se reproduira pas de sitôt, je ne pense pas en tout cas, mais enfin je me méfie quand je fais des annonces parce que ça peut être battu en brèche quelques temps après. Mais là, on a fait les 3 grands tours en 66, en 2009 et donc en 2026. Je crois qu'il faut participer au moins une fois dans sa vie à une manifestation de ce type. C'est vrai que les organisateurs espagnols sont un petit peu différents des organisateurs français du Tour de France. Ils ont une autre façon d'appréhender les problèmes et de les résoudre surtout. Mais je leur fais confiance, ils ont toujours réussi à atteindre leurs objectifs, donc j'ai pas de souci là-dessus. Et on précise à nos téléspectateurs que s'ils souhaitent devenir bénévoles sur le grand départ de la Vuelta, les démarches sont à retrouver notamment sur le site du gouvernement princier. Merci infiniment Christian Tornator d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. On se retrouve à J-100 du coup. Oui, bien sûr, absolument. À bientôt. À bientôt. En basket, la Roca Team s'est inclinée lourdement 104-87 face à Kaunas en Euroleague. Les Monégasques ont rapidement été débordés par leur adversaire, incapables de trouver la solution pour prendre l'avantage. Ils enchaînent un 4e revers consécutif sur la scène européenne avant un déplacement à Munich demain, toujours en Euroleague. En football, après sa victoire en championnat face à Rennes, l'AS Monaco se déplace à Strasbourg demain pour les 8e de finale de la Coupe de France. Objectif, qualification pour les Rouges et Blancs qui seront encore diminués jeudi. Sébastien Pocognoli devra faire sans Kassoum Ouattara et sans Ansu Fati, touché samedi dernier en championnat. L'entraîneur de l'AS Monaco s'est exprimé sur cette rencontre en conférence de presse d'avant-match. Je vous propose de l'écouter. C'est un match de coupe, donc c'est un match avec une saveur différente. Au bout des 90 minutes, il y a une série de pénaltys. Donc voilà, je pense qu'on va jouer à l'extérieur. On va devoir être solide en équipe, comme on l'a été les derniers matchs. À partir de là, on peut espérer entrevoir une qualification. Donc voilà, on va devoir avoir le même état d'esprit, la même cohésion, la même discipline tactique.
et ne pas baisser d'1%, comme je l'ai dit après le match de Rennes, par rapport à ça. Et l'état d'esprit, forcément, est bon après une victoire, d'autant que ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Et elle a clôturé une belle semaine avec la qualification en Champions League. Maintenant, on est vite retombé les pieds sur terre parce qu'il y a un mois de février qui nous attend, qui est conséquent et avec des beaux matchs sur 3 compétitions différentes. Strasbourg-Monaco en Coupe de France, c'est demain à 21h au stade de la Méno. Football toujours, avec malheureusement la fin de l'aventure européenne pour les U19 en Youth League. Alors qu'ils avaient pourtant le match en main, les joueurs de Jimmy Traoré ont cédé en seconde période face au Club Bruges en 16e de finale de la compétition. Défaite 3-2 aux portes des phases finales. Et puis notons cette action solidaire du club de la Principauté au profit de la lutte contre les cancers pédiatriques. Samedi, face à Rennes, les Monégasques arboraient un maillot spécial sur lequel figurait le logo de la Fondation Flavien. Jusqu'au 15 février, ces mêmes maillots dédicacés par les joueurs sont vendus aux enchères. L'intégralité des bénéfices de la vente sera reversée à la Fondation. Plus d'informations sur le site officiel de l'AS Monaco. Nous vous en parlions en début de journal, le prince Albert II est actuellement en Italie, où il a pris part à la 145e session du CIO. Il assistera ce vendredi à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, qui aura lieu à San Siro. Elle promet déjà un spectacle exceptionnel avec des invités de marque. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir le directeur musical de la cérémonie d'ouverture, qui a la principauté dans son cœur pour avoir de la famille qui réside ici même à Monaco. Bonsoir Andrea Fari. Bonsoir, bonsoir. Tout d'abord, comment vous avez accueilli cette impressionnante mission que l'on vous a confiée? C'est un véritable honneur pour moi d'être le directeur musical et le compositeur de la musique de cette cérémonie Milano Cortina 2026. J'espère que cette cérémonie rayonnera à travers le monde, célébrant l'Italie et cette valeur. Et le message de la cérémonie sera axé sur la protection de l'environnement et le développement durable et aussi sur un message de paix qui est plus que jamais nécessaire en ce moment. C'est un véritable défi qui s'offre à vous. Comment vous avez travaillé sur cette cérémonie d'ouverture et comment on compose cette bande originale d'un tel événement? Oui, c'est 2 heures et demie de musique. Et j'espère que la musique et la cérémonie seront joyeux et émouvants. Et j'ai mélangé différents genres musicaux et tout issu un peu de la tradition italienne. Et j'étais très ambitieuse car c'était ma première cérémonie. Moi, je travaille plus sur les cinémas, sur les séries. Et donc, j'ai mélangé des genres et j'ai enregistré avec des musiciens et des orchestres du monde entier. Et j'ai fait participer des invités extraordinaires. Depuis quand vous travaillez dessus? Un an de travail, c'est plus moins. Et je peux vous dire que j'écris à Monaco, aussi dans mon studio, en partie de la composition. Parce que je suis très attaché à Monaco. Et j'ai une partie de ma famille là-bas. Moi, j'habite maintenant à Rome, mais je suis très, très attaché à Monaco, où je passe nombreux mois par an. Quelle est la tâche la plus compliquée, Andrea, dans ce rôle? C'est pouvoir mettre en valeur la richesse culturelle de l'Italie en s'adressant au monde entier? Oui, la chose compliquée, c'est travailler avec 3000 artistes dans la scène. Ça, c'est vraiment compliqué parce que moi, je travaille sur un film, j'ai un réalisateur et un producteur seulement. Ici, tu as les comités olympiques, les directeurs créatifs, les chorégraphes, les danseurs, c'est incroyable. Mais j'ai eu la chance d'avoir des guests, des special guests extraordinaires. Je pense à Cecilia Bartoli, l'un des plus grandes voix du monde, qui est très attachée aussi à Monaco. Oui, c'est la directrice de l'opéra de Monte-Carlo. C'est un honneur pour vous de travailler avec ces grands artistes, dont Cecilia Bartoli. Il y aura aussi Andrea Bocelli, Laura Pausini, Maria Carey aussi. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment tous les styles qui sont explorés.
Oui, et tous ces artistes, ils ont été très généreux parce qu'ils se sont mis à disposition de la cérémonie, de notre idée musicale de la cérémonie. Ils sont venus et vous, j'espère que vous regarderez un spectacle extraordinaire. Et justement, Andrea, quel message souhaiteriez-vous transmettre ce soir aux téléspectateurs de Monaco Info? J'espère dans tout le monde, toutes les familles, vendredi, ils vont être ensemble pour regarder ces teams, ces équipes, mais pour être aussi liés dans l'esprit olympique. Eh bien, merci beaucoup, Andrea Farid, d'avoir été avec nous et merci de nous avoir accordé un petit peu de temps dans ce rush avant la cérémonie d'ouverture. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. David Fuenquinos transmet le goût de la littérature aux lycéens monégasques. Hier après-midi, l'écrivain et réalisateur français est allé à la rencontre des élèves au lycée Régnier 3. Ils ont eu l'occasion d'échanger avec l'auteur sur son roman Charlotte, lauréat du prix Renaudot et du prix Goncourt des lycéens en 2014. Voyez ce reportage de Céleste Neukelmann, réalisé avec Alexandra Paolini. Est-ce que pour vous, écrire, c'est une façon de se soigner, un peu comme une thérapie, ou c'est une façon de partager sa philosophie de vie? Pendant 1h30, plus de 170 élèves issus de plusieurs lycées à Monaco ont pu échanger avec l'écrivain David Fuenquinos autour de son livre Charlotte. Une œuvre plusieurs fois primée et étudiée en classe. Alors Charlotte, c'est un livre que j'ai publié il y a 11 ans déjà, qui retrace la vie de Charlotte Salomon, qui est une vraie peintre qui a vécu en Allemagne dans les années 20-30 et qui est morte en déportation à l'âge de 26 ans, enceinte. Et c'est vrai que c'est un livre qui a eu le Goncourt des lycéens, donc il est beaucoup étudié à l'école et encore plus ici autour de Monaco et dans la région, puisqu'elle a vécu à Nice, à Villefranche-sur-Mer, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elle était en exil et c'est là qu'elle a peint son œuvre. Donc voilà, Charlotte, c'est la vraie biographie de cette artiste qui m'a fasciné et qui me fascine toujours pendant des années. David Fuenquinos explique comment la lecture a profondément transformé sa vie. Avec simplicité, il partage son rapport à l'écriture et encourage les jeunes à s'exprimer, à lire sans peur et à oser créer, en montrant que la passion et l'humanité sont au cœur du métier d'auteur. Il insiste auprès des jeunes lecteurs sur l'idée de se sauver par l'art. Alors c'est vrai que c'est un livre qui est beaucoup lu par les jeunes, par les lycéens. Là, en l'occurrence, il y avait vraiment plus d'une dizaine de classes qui l'étudient ici à Monaco, donc ça me touche particulièrement. Et évidemment, un devoir de mémoire, ce livre, mais c'est surtout le portrait de cette femme qui est extraordinaire. C'est un génie de la peinture. Et surtout, c'est quelqu'un qui, alors qu'elle traverse tellement de souffrances, de difficultés, va au plus profond d'elle-même, chercher la beauté, et elle survit grâce à la création. Proposées chaque année par la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ces rencontres littéraires vivantes offrent aux lycéens de nouvelles portes vers la lecture et la création. Moi, je l'ai vraiment adoré. Je suis très intéressée par la Seconde Guerre mondiale, vraiment c'est un sujet qui me passionne. Donc quand j'ai vu le livre, je me suis dit direct que j'allais le prendre. Vraiment, il est tellement intéressant et émouvant, vraiment j'ai adoré le lire, c'était vraiment que du bon temps, quoi. J'ai retenu que parfois, les artistes, on connaît beaucoup d'artistes de l'Holocauste, des justement qui se sont fait tuer dans des génocides, mais justement Charlotte, c'est quelqu'un qu'on connaît pas forcément, et pourtant elle a une vie très intéressante. Elle reste résiliente même pendant toute sa vie qui était très compliquée, et pourtant elle continue de faire sa passion. Et moi même je trouve que c'est super parce qu'elle nous encourage à, même pendant des conditions compliquées, de faire ce que nous on aime, et je trouve ça très libérateur. L'auteur il était super gentil, il nous parlait, il faisait des blagues, il voulait nous connaître du coup parce qu'il voulait savoir nos prénoms. Du coup j'ai beaucoup aimé vraiment. Un moment très apprécié par les lycéens, prolongé par une séance de dédicaces et de photos. Quant à l'auteur, il faudra attendre avril prochain pour la sortie de son 21e roman, Je suis drôle. Voilà pour cette rencontre exceptionnelle. Un chiffre à présent, 6. C'est le nombre de ressources en eau dont dispose Monaco. Elles assurent un tiers des besoins annuels de la principauté. Et chaque semaine d'ailleurs, nous vous partageons la météo de l'eau, une ressource précieuse. Et c'est cette réflexion que l'association des femmes leaders de Monaco a souhaité mettre à l'honneur, en réunissant des experts et des décideurs lors d'une conférence qui aura permis de mieux comprendre l'eau pour mieux la préserver. Le reportage de Vanessa Dessy et Alexandra Paolini.
Innovation, maîtrise de la production, réutilisation des eaux traitées et gestion fine des réseaux dessinent une stratégie tournée vers l'avenir. Une dynamique collective où institutions, acteurs économiques et citoyens sont appelés à protéger durablement une ressource vitale. À l'initiative de l'Association des femmes leaders de Monaco, la question de l'eau est placée au cœur du débat public. Nous faisons chaque année 5 conférences sur l'environnement, sur la santé, sur les opérations qui sont intéressantes au jour. Et Madame Maryse Battaglia m'a proposé de faire une conférence sur l'eau. J'ai dit pourquoi pas. L'eau c'est la vie, l'eau elle nous sert pour tout et on voit dans tous les reportages mondiaux et que partout il commence à manquer d'eau. Et d'ici 20-30 ans on aura de vrais problèmes de manque d'eau. Et ça, c'est primordial, on ne peut pas vivre sans eau. Que tout le monde prend conscience qu'on doit à la fois conserver son eau et surtout ne pas la gaspiller. Ce qu'aujourd'hui, on fait un peu, voilà. En anticipant les risques, la principauté s'est dotée d'équipements performants et d'une organisation exigeante. Face au réchauffement climatique et à l'intensité urbaine, le défi demeure permanent. Garantir la continuité du service, renforcer l'efficacité du système et protéger durablement l'eau. Préserver les sources locales, en tout cas en principauté, ça c'est la première chose. Et puis les enjeux environnementaux, c'est aussi de réduire en tout cas la consommation globale de l'eau. En tout cas, pas forcément de la réduire, mais de l'utiliser à bon escient et de l'utiliser de façon durable. Donc en fait, ce sont tous des gestes et des façons de préserver ces ressources différentes, mais qui sont complémentaires et qui arrivent aussi à en faire anticiper des événements de sécheresse. À Monaco, la gestion de l'eau s'impose comme un enjeu stratégique et collectif. Entre innovation, anticipation et responsabilité partagée, la principauté trace une voie exigeante où chaque décision compte. Comprendre l'eau, c'est désormais mieux la préserver pour aujourd'hui comme pour les générations à venir. Un autre rendez-vous à la médiathèque Caroline, cette fois-ci. Depuis son ouverture, Promenade Honoré II, l'établissement culturel ne cesse de proposer des événements pour le plus grand bonheur de tous. Hier soir, c'était la science qui était au cœur des discussions pour le lancement d'un cycle de rencontres réalisé en partenariat avec la Commission nationale monégasque pour l'UNESCO. Plus de détails dans ce reportage de Christinda Petit-Omel et Lionel Bernardi. Rendre la science accessible à tous, tel est l'objectif de ce nouveau cycle de conférences à la médiathèque. Des rencontres qui auront lieu régulièrement et qui exploreront de grandes questions qui interrogent notre compréhension du monde et de l'univers et qui permettront au public de se familiariser avec des sujets souvent complexes mais toujours fascinants. On est très heureux de pouvoir proposer ce nouveau cycle de conférences Parlons Science, de mettre enfin la science à l'honneur et surtout de la rendre accessible à tous. Et ça ne peut se faire qu'en collaboration avec le Comité national monégasque pour l'UNESCO et surtout l'association Science pour tous 06, qui va nous proposer, grâce à ses chercheurs scientifiques universitaires, des conférences dans différents domaines. On va parler de la transition écologique, de la santé, des sciences humaines en général. Ces conférences sont aussi l'occasion de montrer comment la recherche progresse chaque jour pour lever le voile sur certains mystères et répondre aux nombreuses questions qu'ils suscitent. Et pour ce premier rendez-vous, le regard s'est tourné naturellement vers l'un des phénomènes les plus mystérieux de l'univers, les trous noirs. Longtemps abstraits, ces astres sombres ont fait l'objet de découvertes majeures ces dernières années et continuent de surprendre les scientifiques. Les trous noirs ont été prédit dans le cadre de la théorie d'Albert Einstein, la théorie de la relativité générale. Donc je vais expliquer cela, je vais expliquer comment ils se forment et aussi au cours des décennies, quels ont été les différents indices de leur existence, notamment les derniers qui sont assez récents puisqu'ils datent de cette dernière décennie et qui sont assez remarquables parce qu'on a par exemple pu voir la première image d'un trou noir, notamment le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Et on a aussi eu la détection des ondes gravitationnelles, qui sont des sortes d'ondes d'espace-temps qui se propagent dans l'espace et qui nous ont aussi permis d'identifier la fusion de trous noirs.
Maintenant, c'est notamment au travers de ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles et de l'observation de la fusion de ces étoiles, de ces trous noirs, on est capable d'avoir beaucoup d'informations qu'on ne pouvait pas avoir avant sur l'univers. Parce qu'avant, on ne pouvait observer que les choses qui étaient visibles, et les trous noirs, par définition, on ne peut pas les voir. Mais on peut entendre leur fusion. Et donc ça nous renseigne énormément sur l'univers, sur les galaxies, sur leur composition, sur leur évolution. Et donc ça nous apporte énormément de choses. Oui. Un cycle de conférences qui propose donc un moment d'échange et de découverte, une invitation pour nourrir la curiosité et questionner notre compréhension de l'univers tout en cultivant nos connaissances. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les prévisions météo suivies des sorties cinéma de la semaine. Et n'oubliez pas, à partir de vendredi, suivez en direct la Coupe Davis sur notre antenne. Monaco tentera d'aller chercher sa place dans l'élite face au Kazakhstan. On se remémore ce soir les dernières rencontres des Monégasques avec les photos de fin de JT. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour une nouvelle édition. Bonsoir à tous. Ce jeudi 5 février, le soleil est enfin de retour sur la principauté et il brillera toute la journée. Côté température, il fera frais le matin avec 3 petits degrés seulement, puis jusqu'à 12 degrés dans l'après-midi. Une journée idéale donc pour profiter d'un beau ciel bleu et d'une ambiance hivernale mais lumineuse. Et puis sinon, ce jour-là, nous fêterons la Sainte Agathe. Alors, petite anecdote, Sainte Agathe est la patronne des volcans et des pompiers en Sicile. Là-bas, on dit qu'elle protège des éruptions.